Bon, je vais peut-être démarrer maintenant, hein. On est un petit peu en avance encore. J'ai encore 30 secondes pour que tout le monde s'installe. Enfin, ceux qui peuvent, en tout cas. Alors, juste une petite introduction. J'ai un tout petit peu modifié le titre prévu, puisque bon, j'avais pas été très inspiré quand on m'avait demandé de faire le petit laïus. J'avais parlé de frères ennemis. J'ai un peu modifié le titre pour parler plutôt de Scrum Bot, Bot Scrum. On parle souvent de Scrum Bot, alors on l'orthographie pas comme ça, c'est plutôt Scrum Bot tout collé avec 2 T à la fin. C'est plutôt péjoratif vis-à-vis de Scrum. Et c'est vrai que dans ce qu'on va voir, Scrum et le mode forfait peut sembler en opposition. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans cette présentation. C'est un petit peu les choses qui peuvent s'intégrer dans un mode forfait et les choses qui vont peut-être rentrer un petit peu en opposition et comment on peut faire en sorte que ces choses-là puissent finalement rentrer dans le cadre. Et l'autre partie de cette assertion, Scrum Bot Scrum, c'est que personnellement, je suis persuadé que dans pas mal de cas de forfait, et je vais en présenter quelques-uns, Scrum est vraiment très très adapté et fait qu'on délivre une prestation de meilleure qualité dans les coûts et délais, ce qui est quand même le but de tout forfait. Voilà, juste le petit slide de présentation des différents sponsors de l'événement. Donc Hippon, nous, on était sponsor Platinum sur cette manifestation. Alors une petite passe de publicité pour nous présenter. Donc Hippon Technologies, on est une société relativement jeune, fondée en 2002. Donc on n'est plus maintenant une jeune pousse. On a passé assez largement maintenant les 100 collaborateurs. Notre métier, c'est la plateforme Java for Enterprise. Donc merci à Microsoft de nous accueillir. C'est pas des murs qui doivent souvent entendre parler de ce type de techno. Nous, c'est clair, on fait pas de .NET, on fait pas assez de PHP. On a vraiment une sectorisation purement technologique sur ces technologies web d'entreprise. Alors, autour de cette plateforme, on va attaquer un peu différentes problématiques. Les architectures orientées services, tout ce qui va se trouver sur le système d'information d'entreprise. Beaucoup en ce moment, ce qui a trait au portail, parce que c'est vraiment quelque chose qui émerge beaucoup. Les nouvelles générations d'e-commerce, les interfaces RIA, donc les interfaces riches Internet, c'est vraiment aussi des choses en essor. Voilà, bon, la mobilité évidemment, avec notamment les plateformes Android, qui se rapprochent un peu de notre plateforme. Et là-dessus, on va avoir des prestations qui vont être des prestations de sociétés de services classiques, donc du conseil, de l'assistance, du forfait, de la formation, du centre de service. Mais je dirais que ce qui nous intéresse en tant qu'Hippon, c'est vraiment le projet. C'est vraiment de développer une culture de délivrer un produit. Bon, alors, nos clients, c'est plutôt des grosses entreprises. Ça, c'est aussi lié à cette plateforme technologique qui est quand même ciblée plutôt grand compte. Donc on va retrouver les entreprises du CAC 40, beaucoup, la Fnac, tout ce qui est telco, etc. On a toujours mis un focus très très important sur tout ce qui était méthode et support à la méthode, aussi bien par l'aspect formation. Je dirais que tous les gens qui sont chez nous, on leur demande d'être à l'aise avec des notations type UML qui permettent quand même de formaliser le besoin et puis après d'exprimer comment on le réalise au niveau du codage. Et puis plus récemment, on a mis vraiment le focus sur tout ce qui est Scrum, après avoir fait pas mal de XP finalement. Alors même si je les oppose pas du tout, là j'ai vu un peu les résultats de l'enquête, pour moi c'est pas deux choses qui sont en opposition, c'est deux choses qui peuvent très bien se compléter. On a commencé à travailler avec du Scrum il y a à peu près 3-4 ans, notamment avec un des interlocuteurs là qui fait une conférence en même temps que moi, là, Christophe Adinki de Vidal, chez qui on a réalisé un de nos premiers projets Scrum. Voilà. Et puis en termes de partenariat, on a un certain nombre de partenaires qui sont des partenaires liés à la plateforme Java J2E, je ne vais pas trop revenir dessus, des partenariats qui sont aussi bien issus du monde de grands éditeurs que du monde de l'open source. Alors, je vais me présenter aussi en 2 mots. Moi, ça fait maintenant 20 ans que je travaille, je dirais, j'ai mis la création de systèmes informatiques, sans S d'ailleurs, désolé. C'est vrai que c'est toujours quelque chose qui... Moi, c'est ma vocation pour l'informatique, c'est de réaliser des choses, puis de les livrer, de les montrer. C'est ça qui me plaît.
Et dans ce cadre-là, j'ai vu passer énormément de méthodes. Donc j'ai dû commencer, la toute première méthode que j'ai vu passer, c'était du Wood. Je pense que, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui ont entendu parler de cette méthode. Après, j'ai vu passer le RUP, avec une petite période de notation OMT avant le XML, etc. Du Six Sigma, j'ai pas parlé de CMMI, de toutes ces choses-là, qui sont pas forcément du même niveau, hein, d'ailleurs. Hein. C'est des choses qu'on a tendance à les ranger dans les mêmes cases, mais en fait, ça recouvre pas forcément du tout les mêmes approches, ni les mêmes besoins. Puis plus récemment, donc, je fais un virage société de service avec l'an 2000. Moi, ça a été mon changement. Le changement millénaire a été un changement de sectorisation. Et là, gros travail sur tout ce qui est, au départ, Unified Process, après XP, puis maintenant Scrum, on va dire. Voilà. Enfin, tout ça pour dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus de livrer les produits. La méthode, je suis pas du tout un méthodologue. Quand j'entendais lors de la keynote la parole d'Alistair Coburn qui disait Agile a réussi, les idées ont été perverties. Moi, ça me choque pas. Je trouve que toutes ces choses-là, c'est fait pour apporter des supports et puis pour être assimilé et amélioré. D'ailleurs, c'est même dans le principe même de Scrum, c'est d'essayer d'améliorer les process. Donc, c'est un petit peu... là, je suis vraiment dans le Scrum Bot, justement, dans les choses où on fait du Scrum, mais parfois, toutes les pratiques, on les prend pas. Voilà. Parce qu'elles sont pas adaptées. Et peut-être qu'on en prendra d'autres. On prendra des pratiques de XP. On prendra des pratiques aussi de méthode Waterfall, etc. Bon, j'ai aussi participé à la mise en place de SOC méthodologiques. Alors pour des grandes entreprises. Hein. Une des dernières que j'ai mis en place, c'était chez AXA France. J'en suis pas forcément très fier d'ailleurs, parce que bon, c'était ce qu'on me demandait de faire. Moi, j'aurais préféré plutôt travailler sur des standards et plutôt que sur des approches purement société. Mais c'était un vrai choix chez eux. Depuis 2003, donc je suis directeur technique chez Ypon. Donc mon travail, c'est d'encadrer notamment toute l'activité forfait. Je suis aussi un des associés de la société, donc je peux vous dire que j'ai mis du cœur. Et puis j'ai fait donc un virage sur Scrum avec, voilà, j'ai été certifié Scrum Master l'année dernière, grand plaisir. C'est pas très dur, hein, très honnêtement. C'est pas ça que je mettrais dans mon CV. Voilà. Avant de commencer, dans l'assistance sur Scrum, tout le monde est à l'aise. Sur les pratiques de Scrum, il n'y a pas. Quels sont les gens ici qui ont déjà fait du projet en Scrum? Bon, c'est bien, quasiment tout le monde. Et du forfait en Scrum? Il y en a pas mal. Donc, ce sera un bon retour d'expérience. On pourra croiser un petit peu les retours d'expérience. Alors justement, cette présentation, elle est structurée en 3 temps. Dans un premier temps, on va voir un petit peu ce qui oppose Scrum et le forfait et ce qui les rassemble aussi. Dans un deuxième temps, on verra plutôt vraiment des cas d'utilisation. Hein, je vais aborder 4 projets, 4 typologies de projets assez différentes où une approche Scrum a été engagée, avec parfois des restrictions, justement, parce que des contextes qui étaient différents et qui ne permettaient pas forcément d'adopter toutes les pratiques. Et puis dans une troisième partie, c'est plutôt un retour d'expérience, plutôt justement ce qui, pour moi, marche, ce qu'il faut aussi améliorer, ce qu'il faut, les bonnes pratiques, les outils aussi, l'outillage aussi, parce que c'est un point important. Alors, avant de parler de forfait, il faut parler de projet, c'est quand même un passage obligé. Alors, le projet, il a une définition donc tirée du PMI, hein, c'est bouquin, la Bible là-dedans, qui est assez bonne, moi je trouve, hein, parce que c'est le fait de dire, on monte une structure temporaire pour réaliser, pour produire quelque chose, pour fournir un résultat dans un cadre assez unique, avec des contraintes qui sont des contraintes de coût, de délai et de périmètre. On n'est pas forcément dans le domaine forfaitaire. Hein, là, c'est simplement un client qui veut travailler. On a par exemple un de nos clients, c'est les pages jaunes. Ils sont full Scrum. Par contre, c'est uniquement des interventions en régie qu'on fait chez eux. C'est-à-dire qu'eux veulent garder totalement la maîtrise du déroulement de leur projet et des features qui sont dans leurs produits. Simplement, quand ils lancent un projet, ils ont déjà établi un budget, ils ont établi des délais de mise en service, etc. Et pourtant, ils ne sont pas au forfait. Bon, par contre, c'est vrai que le forfait, a priori, se prête bien
à l'approche projet, puisque justement, un forfait, c'est typiquement une entreprise temporaire. Enfin, qui doit être temporaire. Alors, j'ai parlé de régie, j'ai parlé de forfait. Je dirais que la balance là-dedans, c'est le partage du risque. On voit bien que le forfait, on demande au fournisseur de prendre le risque du projet, de s'engager c'est un engagement de résultat. La régie, c'est un engagement de moyens. On délègue des personnes. Après, c'est le client qui se débrouille avec ces personnes pour mettre en place sa solution. Donc, c'est des facturations qui sont différentes. Donc, ça, c'est un point important aussi, parce que la régie, c'est des facturations à la journée. Le forfait, c'est des facturations sur des clés de paiement. Donc, clés qui sont importantes aussi par rapport au rythme de Scrum. Donc, je vous dis, ça, c'est après, en termes de clients, on a vraiment des cas de figure très différents. Des gens qui ne jurent que par le forfait et d'autres qui ne jurent que par la régie. C'est vraiment aussi une question de maîtrise du résultat. À tort ou à raison, un client qui travaille en régie va sans doute mieux maîtriser la solution qui sera mise en place. Un forfait va souvent se traduire derrière par une activité de TMA. C'est-à-dire que derrière, on reste quand même sur un produit et un service et une société qui va permettre que ce produit ou ce service fonctionne correctement. Alors, pour revenir sur le forfait, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais parce que ça, c'est des choses qu'on voit très très couramment. La gestion de projet, elle est passée par pas mal de stades. Moi, vraiment, quand j'ai commencé à travailler, c'était le waterfall plein pot. C'était vraiment, on faisait des specs, on faisait de la conception détaillée. Ensuite, on codait. Quand on avait vraiment produit le document de, quand je dis 1000 pages, vraiment, je suis pas loin de la vérité. Premier projet sur lequel je travaillais, c'était un système d'observation spatiale pour les militaires. Tout ce qui était conception détaillée, il y avait du pseudocode dedans, qui ne servait à rien. Et je pense que les specs, le dossier de conception détaillée devait faire à peu près 1500 pages, dans lequel on avait explicitement mis des coquilles pour voir si on était relu. Il y avait des voyages à gagner, il y avait des choses comme ça. On n'a jamais eu de choses de retour. Bon, tout ça pour dire que c'est un gros effort de production, très très peu adapté à l'informatique. C'est clair et net. De toute façon, c'est quelque chose qu'on ne retrouve plus vraiment maintenant. Avec un gros effet pervers, c'est que entre le moment où on commence le projet et le moment où on commence à voir quelque chose, il y a des délais très très longs. Là, pour le système en question, c'est à peu près 2 ans. C'est-à-dire, pour que les militaires puissent voir à peu près ce qu'on avait commencé à penser à faire, il a fallu 2 ans. Bon, ça les choquait pas, ça les choque pas encore trop d'ailleurs, mais bon. Bon, après ça, il y a eu ce fameux cycle en V, un peu plus spiralé, on va dire, avec des approches assez classiques, Unified Process, RUP, qui est jamais que le Rational Unified Process, le Two-Track Unified Process. Donc des approches qui sont toutes orientées sur le process. Donc déjà, ça c'est relativement intéressant parce qu'en fait, on va décrire le système par rapport quand même à une vision d'utilisateur. C'est qu'est-ce qu'on veut faire avec le système, qu'est-ce qu'il permet de faire. On va décrire un process. Donc au moins déjà, on se rapproche un petit peu des user stories de Scrum. C'est un cycle qui est intéressant, qui reste intéressant à mon avis, dans certains projets où des approches agiles sont plus délicates à mettre en place. Bon, maintenant, c'est aussi quand même un cycle où justement on définit quand même très fortement les choses. Et donc, quand on commence à réaliser, on ne revient pas sur ce qu'on a fait. C'est-à-dire que là, on lance des petites portions à la limite, mais derrière, on n'a pas ce retour, cette flexibilité qu'on peut avoir sur le mode agile. Alors, comment on peut introduire de l'agilité dans le forfait? Le manifeste agile, vous allez l'avoir à peu près à toutes les séances, à mon avis, je pense. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est plus 2 petits points sur les 4 premiers, tout ce qui est là-bas. Bon, là aussi, peut-être qu'on va vous le resservir tous les jours, mais manifeste agile, c'est quelque chose over quelque chose d'autre. C'est pas en remplacement. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait un soft qui marche, je dirais que c'est le minimum syndical quand même, qu'on va pas faire de doc. C'est pas ce qui signifie. Là-dessus, les 2 aspects ne doivent pas être négligés. Bon, maintenant, c'est une priorité sur la première partie par rapport à la deuxième. Alors là, ça pose un petit problème quand même par rapport au forfait, parce que notamment la 3e assertion, sur un mode forfait, qu'est-ce qui compte? C'est quand même le contrat. Si jamais il y a le moins de problèmes, c'est le contrat qui a valeur juridique. Donc on ne peut pas négliger le contrat. Pour le coup, la collaboration entre les gens est importante, mais le contrat
ne peut pas être négligé, parce que pour deux raisons. Si les gens changent, la collaboration elle peut très vite changer aussi. Et derrière, on se retourne sur le contrat. Donc là-dessus, il faut quand même, il faut pas mettre devant le contrat, mais il faut baliser les choses et avoir des modes contractuels qui soient prévus à l'avance. Et qui soient vraiment... Alors après, ça peut suivre aussi sur des contrats standards. On peut très bien s'engager sur un forfait avec un contrat standard, mais ensuite avoir un arrangement qui soit clairement noté par des CR, etc., sur des remplacements de features ou des choses comme ça. Mais il faut qu'il y ait un suivi qui soit très très strict. Là-dessus, c'est quand même aussi un des axes de frottement entre l'agilité et le mode forfait. Bon, pour le reste, c'est relativement classique. Sur les méthodes agiles, je ne vais pas en parler, il y en a plein aussi. Je disais simplement XP, je parlais de celle que je connais le mieux, XP et Scrum. Là-dessus, c'est deux choses qui ne s'opposent absolument pas. Scrum se nourrit d'XP. XP étant quand même, disons, très pratique qu'on va prendre ou pas aussi, un petit peu. C'est aussi des boîtes à outils. Les deux sont vus comme des boîtes à outils. Et donc, on peut très bien piocher dans l'un et l'autre. Bon. Scrum pioche joyeusement dans tout ce qui est test unitaire, dans tout ce qui est intégration continue. On peut faire du pair programming, on peut faire ce genre de choses. C'est pas du tout des choses qui s'opposent. Alors les bénéfices, on en a parlé aussi beaucoup, et dans les keynotes notamment, c'est se dire, évidemment, on va avoir de la visibilité du produit, on va avoir de la flexibilité, on va pouvoir garantir une certaine qualité de code, ça on verra comment. Avoir aussi, et ça c'est vraiment le retour qu'on a, une satisfaction du client, parce que le client finalement il est content qu'on le mette dans la boucle très tôt, et il peut voir ça comme quelque chose qui l'effraie un peu au départ. Hein, moi j'ai eu des clients qui me disaient non, ouais, je vous donne un cahier des charges, je veux voir l'arrivée. Néanmoins il se prend au jeu assez vite. Alors ça peut prendre 1-2 sprints, mais le fait d'avoir des démonstrations c'est quelque chose qui est très vendeur. Alors, évidemment, le contrainte, c'est l'acceptation du changement. Sur un forfait, le changement, c'est quelque chose qui est forcément compliqué. Et donc, il va falloir encadrer quand même. Encadrer pour se protéger plus que pour l'encadrer réellement. C'est-à-dire qu'il faut se protéger vis-à-vis de ce foutu contrat qui nous tient quand même derrière. Il faut une collaboration avec le client. C'est pas forcément simple parce que le client, il n'a pas forcément la disponibilité. S'il fait un forfait, c'est souvent pour se dégager. Donc, il faut aller arriver à lui dire que c'est de toute façon l'engagement qu'il mettra dans le suivi du projet, ça lui permettra de se dégager peut-être un peu plus derrière sur la recette, et puis sur les phases ultérieures. Et puis en plus, il aura le produit même sur la conduite du changement, parce qu'il aura quelque chose qui sera beaucoup mieux adapté et qu'il aura moins besoin de faire accepter à ses utilisateurs. Une des choses qui est compliquée aussi, c'est la priorisation des besoins, hein, parce que généralement, ce qui est dans le cahier des charges, c'est tout ou rien, quoi. C'est pas je préfère avoir ça d'abord, et puis ça après, et puis ça si on a le temps. C'est un peu compliqué de rentrer dans ce cycle-là. Donc ça aussi, c'est vraiment un apprentissage qui peut être compliqué. C'est une vraie éducation qu'il faut avoir vis-à-vis du client. Le dernier point, enfin l'avant-dernier, j'avais parlé de la décontractualisation, je ne dirais pas, c'est la prise de décision. Ça, c'est aussi des choses très très compliquées. Alors nous, on travaille plutôt avec des grosses entreprises. Avoir un vrai product owner qui soit capable de prendre des décisions rapides, c'est toujours un point d'achoppement, et ça peut être un des points où il faut adapter un peu Scrum. Bon alors, juste ça c'est plus pour matière de gag, hein, mais c'est un petit peu ce que je disais, c'est les approches non agiles, se dire voilà, j'ai mon client, j'ai fait mon cahier des charges, je suis content, je donne mes 220 pages. Après ça, j'ai mon chef de projet qui étudie le cahier des charges, qui va écrire ses spécifications. Alors là, j'ai mis 220 à 342, je suis optimiste, parce que généralement, ça grossit beaucoup plus. Puis derrière, le développeur qui récupère le bébé, puis en fait, souvent, il est pas forcément au même endroit. Il peut être avec tout ce qui est offshore, il peut être très très loin. Puis qui fait ce qu'il peut, qui fait ce qu'il peut et ce qu'il comprend. Donc c'est vraiment là-dessus que le mode agile essaie de donner une alternative en ayant des choses beaucoup plus itératives. Et puis en se disant, voilà, je vais travailler sur un petit bout, et puis derrière, je vais communiquer avec mon équipe pour bien faire comprendre ce que j'entends, et surtout, au bout de 3 semaines, je récupère quelque chose. 3 semaines, moi, dans les approches qu'on a, c'est plutôt 2 semaines. Alors, j'ai l'impression que c'est la durée des sprints qui est la plus adaptée à peu près à pas mal de domaines, en tout cas. Je vais pouvoir voir si ce que j'ai fait correspond à ce que j'attends. Alors, juste pour un petit peu synthétiser
ce qui est possible de faire entre l'agilité et le forfait. Bon là, c'est aussi un petit gag. C'est vraiment le côté dire si je prioriser les exigences, c'est vraiment une des difficultés. C'est le troisième point de ma slide, parce que le client veut forcément tout. Donc ça, c'est vraiment une éducation à avoir. C'est d'entrée de jeu. Il ne faut pas attendre les derniers sprints. C'est dès le premier sprint. Il faut avoir cette notion de product backlog. C'est-à-dire maintenant, on met des priorités. Et puis lui faire comprendre que s'il y a des choses qui sont rajoutées dans le product backlog, il y a peut-être des choses qui vont sortir. Donc ça, c'est du donnant-donnant. Enfin, c'est un mode de contractualisation possible, c'est pas le seul. Mais si on rentre dans ce type de démarche, il faut le faire dès le début. Il ne faut pas attendre la fin de dire voilà, on a rajouté tout ça et maintenant, j'arrive plus à finir. C'est trop tard. Bon, ce qui est important aussi, c'est par rapport à l'agilité et le forfait, et ça c'est un point qui est quand même souvent un petit peu négligé, c'est qu'il faut avoir une équipe super motivée. On va pas faire ça. Enfin, nous on est dans Java. Si on prend une armée de développeurs COBOL qui se reconvertit à Java, on n'y arrivera pas, quoi. Parce que j'ai rien contre les développeurs COBOL, mais s'il faut qu'ils apprennent la techno, qu'ils apprennent la méthode, qu'ils fassent, on pourra pas. Il faut des gens qui soient déjà très très autonomes. Donc ça c'est une vraie complexité. Alors, nous dans notre entreprise, on a la chance d'avoir plutôt cette population, même d'essayer de n'avoir que celle-là. Mais c'est un point clé de réussite de cette conciliation. Si on n'a pas cette donnée-là, c'est même pas la peine d'essayer le Scrum. C'est clair. C'est vraiment le point le plus important. Après, en termes de partage du risque, parce que derrière, on a vu, on est en forfait. Donc, a priori, on a pris le risque. Donc, ce risque, il faut montrer ce qu'il est. Et pour montrer ce qu'il est, il vaut mieux être transparent. C'est-à-dire être transparent du début. C'est-à-dire transparent par rapport à ce qu'on fait. Donc, typiquement, nous, le client peut à tout moment voir l'activité du projet, qui est en train de coder, qui est en train de commiter des choses, qui est en train de faire quoi, qui est en train de prendre des tâches, etc. Et puis aussi avoir une complète transparence vis-à-vis de l'estimation qu'on fait des tâches. C'est important derrière aussi. Bon, sprint court, consistant, ça c'est de se dire, c'est être capable. Alors ça aussi, c'est une négociation avec le client, être capable de se dire, voilà, dans 2 semaines, on livre quelque chose, qu'on livre quelque chose qui vous intéresse, qu'on a décidé ensemble et qui soit faisable. Voilà, c'est le troisième truc. Sur les avantages, j'en ai déjà parlé, c'est le client peut changer. A priori, il va moins recéter parce qu'il n'aura pas forcément lui-même fait beaucoup de tests, mais nous, on en aura fait plus. Et puis surtout, il aura vu déjà fonctionner, il aura déjà corrigé un certain nombre de fonctionnements avant la phase de recette. Alors, ce que je dis aussi, c'est par rapport à Scrum, c'est vraiment rester très très pragmatique. Et moi, c'est ça que j'aime bien dans Scrum, c'est le côté pragmatique. C'est simple. Et puis après tout, s'il y a des choses qui ne marchent pas, on les change. C'est en mode forfait, le Scrum Master, il faut quand même qu'il s'occupe de son équipe avant tout. Ça doit être le lien, mais il faut vraiment qu'il soit aux petits soins par rapport à cette équipe. Il ne faut pas qu'il cherche à l'embrayer dans un rythme effréné, par exemple. Il faut qu'il soit vraiment à l'écoute de ce qui se passe pas bien, de ce qui se passe bien aussi. Le deuxième point, c'est que des fois, il n'y a pas de product owner, donc où les décisions prennent trop de temps. Et dans ce cas-là, il faut les forcer, parce que le forfait, c'est quand même aussi des délais, et des délais impératifs, parce que l'argent circule très très vite, enfin tombe très très vite. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre des décisions à la place du client, quand le client n'arrive pas à les prendre. Et pareil, là-dessus, il faut être très très documenté, il faut tout tracer par des serres, etc. Dernier point, c'est aussi par rapport à la productivité plus que la vélocité, parce que c'est pas une fonctionnalité que j'utilise beaucoup personnellement sur Scrum, typiquement. Voilà, c'est quelque chose que moi j'ai laissé de côté dans le forfait, parce que calculer la vélocité de mon équipe par rapport à du user story, finalement, ça m'intéresse pas tellement. Je vais plutôt m'attacher directement à ce que me dit le développeur sur le reste à faire sur les tâches. En fait. Parce qu'en finalement, la différence par rapport à une approche Scrum standard, c'est que l'estimation de ce qu'il y a à faire, elle a été faite largement avant, pendant la phase d'avant. Et puis ça, on ne peut pas revenir dessus. Donc quelque part, il faut gérer ça. Alors, sur les pistes de contractualisation, il n'y en a pas. Là, j'en mets 5. Il y en a plein d'autres. Je ne sais plus, j'ai vu un article où il y en avait une douzaine. Bon, le truc classique, c'est le forfait normal. Ça, au moins, on n'est pas embêté. Mais je dirais que ça reste quand même adapté. Typiquement, on nous dit, voilà, j'ai une application qui était en Power Builder et je veux la refondre sur plateforme J2E. Mais je veux faire du 1 pour 1.
On a eu ça à une époque chez EDF, un projet qu'on avait mené avec Accenture, où c'était vraiment, c'est-à-dire que c'était le poste client en agence d'EDF, la transition de plateforme devait être invisible. C'était quand même assez fort. C'est-à-dire qu'on faisait du web et on devait faire exactement au pixel près ce qu'il y avait en Power Builder. Donc là, à la limite, le forfait normal, il peut très très bien marcher. Il n'y a pas besoin d'agilité. Au contraire, il ne faut surtout pas en avoir. Un mode classique, c'est le forfait par itération. Alors, généralement, ce n'est pas par itération même, mais c'est par lot d'itération. C'est on se met d'accord sur, je dirais, un périmètre, sur un coût aussi, pour produire un certain nombre de features. Et puis à la fin, on voit si on est arrivé, si on est toujours d'accord, si on veut continuer ensemble. C'est un mode que j'aborderai au travers d'une expérience qu'on a menée sur un mode un peu centre de service. On était centre de service d'une entité. Évidemment, c'est un mode qui ne peut marcher qu'en marché privé. En public, ça ne pourra pas fonctionner comme ça, puisque là, il y a des appels d'offres qui empêchent ce genre de choses. Alors par contre, le troisième point, c'est le forfait agile. C'est celui qu'on utilise le plus, nous. C'est ce qu'on appelle le Change for Free. Je crois il nous provient de la Scrum Alliance, de base. C'est de dire, voilà, on fait des changements par remplacement. C'est-à-dire qu'on accepte le changement, mais au risque, derrière, de perdre quelques points du périmètre initial. Alors c'est pas forcément, parfois, parce que quand on réalise un forfait, il y a toujours un petit peu de marge qui est prise. Enfin, généralement, on essaye. Donc ça peut être des features en plus au final. Donc là, c'est le cas hyper favorable. Ça peut être aussi des sprints qui s'ajoutent, des avenants qui s'ajoutent derrière. Voilà. Il y a des systèmes beaucoup plus complexes à mettre en place, qui sont des régies bonus-malus. Alors là, c'est des vraies régies, un petit peu comme les forfaits par itération, mais on a un engagement. Et puis derrière, on regarde si on est dans les temps ou pas de ce qu'on avait prévu. Et dans ce cas-là, il y a un bonus-malus. C'est-à-dire, soit si on est en avance, la société de service touche plus d'argent. Si elle est en retard, il y a des pénalités. Très très compliqué à mettre en place. On a essayé, on n'a jamais réussi pour l'instant. Bon, pourtant on a travaillé notamment avec les pages jaunes là-dessus. Et puis derrière, un dernier point sur lequel je présenterai aussi un projet, ce qui se prête pas mal, c'est des projets très très risqués, généralement assez courts, plutôt des POC, des proof of concept, où finalement on ne peut pas prendre le risque tout seul, quoi. Et le client s'en rend compte. Donc on va lui dire, vous voulez tout ça et on va vous faire un petit peu moins, mais on va essayer de faire plus. Parce que derrière, notre intérêt, c'est de vous satisfaire. Si on arrive à avoir cette relation de confiance, c'est très très bénéfique. Alors justement, je vais passer un petit peu sur ces cas d'utilisation. Avec un premier projet, projet public. Alors projet public dit quand même une certaine lourdeur. Là en plus c'est un projet public qui était issu d'un dialogue compétitif. Donc la procédure de dialogue compétitif, c'est une espèce d'avant-vente très très formalisée, dans lequel il y a des rendez-vous qui sont minutés, etc. Enfin, c'est des échanges de documents, de questions. On a gagné ce projet. C'était un projet, je vais citer le client, c'était la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Donc un contexte très très politique parce que c'est des gens qui sont élus, etc. Donc généralement, c'est jamais que des relais d'autres personnes. On a quand même essayer de mettre du Scrum dans ce projet, enfin même plus qu'essayer, on a mis, qui était un projet de taille assez importante. Vous voyez, 600 jours hommes sur 6 mois, c'est un gros rythme, c'est même un très très gros rythme. Et pourquoi on a mis du Scrum? Parce que le périmètre fonctionnel, malgré le dialogue compétitif, malgré qu'il y ait des charges, il restait très très flou. Et il y avait aussi beaucoup d'incertitudes techniques, c'est-à-dire qu'on devait s'intégrer avec beaucoup de systèmes. Et ces systèmes, ils étaient en cours de construction. Donc on sentait un petit peu le loup derrière. On a fait sur ce projet, justement, on a eu une approche assez dirigiste. C'est-à-dire que justement, on a pris le rôle de product owner les 3/4 du temps parce que les décisions ne venaient pas. Il y avait même sur la charte graphique, par exemple, charte graphique, c'était au bout d'un mois, ça faisait déjà 3 semaines qu'on était plus ou moins d'accord, mais on était sur les teintes de couleurs. On a dit, voilà, maintenant il faut choisir, ou bien sinon c'est nous qui prenons le choix, et on les a mis au pied du mur, on va dire. Et puis derrière, on a eu un sprint 0 de 6 semaines pour clarifier justement tout ce qui était besoin fonctionnel. Et puis ensuite 6 sprints de 2 à 3 semaines. Alors les premiers sprints étaient plutôt sur 3 semaines pour deux points. Je préfère avoir des sprints assez réguliers, mais là il y avait des vacances, c'était passé à Noël.
Et puis le premier sprint, on l'a mis un peu plus long parce que c'est difficile de sortir quelque chose en 2 semaines. Et c'était quelque chose qu'on a assez fortement outillé à l'aide d'un outil que je vous présenterai un peu plus tard. Voilà. Grosse difficulté, c'est ça. On est dans un mode Scrum qui est quand même un peu détourné parce que le Product Owner, d'abord là, dans ce cas-là, on n'en aurait pas eu un, on en aurait eu 3. Et le Product Owner n'était pas forcément apte à prendre des décisions. Donc contexte très très difficile pour appliquer ça. Par contre, ce qui est beaucoup apporté de l'approche Scrum, c'est les démos toutes les 2 ou 3 semaines, enfin vraiment rythmées selon les sprints. Et puis derrière, dans l'équipe, c'était une mobilisation d'équipe qui était très très forte et d'entrée de jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, dans des approches waterfall ou même cycle en V, on a certaine inertie de décalage. Là, on ne peut pas l'avoir parce qu'il faut produire tout de suite. Et puis derrière, le dernier point, c'est que les systèmes avec lesquels on devait s'interfacer ont bien été en retard. Donc ça nous a permis de faire sortir des choses du cadre forfaitaire et d'en faire entrer d'autres. Donc là, le client était satisfait de ce point de vue-là. Deuxième cas, c'est donc cet organisme européen qui avait un besoin de migration technologique. Ils avaient énormément de plateformes qui étaient sur des sites sur CodeFusion qui voulaient passer sur Liferay. Chaque site, c'était un développeur. Vous voyez, il y avait plus de 15 sites, hein, parce que nous, on a dû travailler sur 15, mais des plateformes collaboratives qui étaient des projets assez compliqués, avec des banques de données derrière assez importantes. Alors eux, ils ont eu l'approche de se dire, finalement, l'organisation qu'on a mis en place, elle n'est pas adaptée. Et ils nous ont demandé comment on pouvait faire. On leur a dit, écoutez, nous, le mieux, ce serait déjà de vous former à une méthode, Scrum, et puis de mettre en place un centre de service qui, finalement, assimile, réagit à votre priorisation de tâches. Donc on a formé des product owners, et puis on a mis en place ce qu'on appelle dans le vieux jargon un PMO, ce qu'on appellerait un proxy product owner dans le langage Scrum, qui nous a permis de passer de cette architecture-là à celle-là. C'est-à-dire qu'il y avait tous les responsables de site, etc., qui, au lieu de taper directement sur 1 ou 2 développeurs, tapaient sur un PMO qui était chez eux, qui établissait le product backlog et qui prenait les décisions de priorisation et qui derrière alimentait notre équipe sur la réalisation. Et puis alors là, c'était un mode de fonctionnement par itération, c'est-à-dire que tous les mois, on s'engageait sur un budget pour faire les tâches suivantes, etc. Troisième projet, donc pour une grosse entreprise, donc c'est Suez Environnement. Alors on avait déjà travaillé en mode Scrum avec eux, donc c'était d'autant plus simple. D'autant plus simple que l'application qu'on leur conçoit, donc qui est actuellement là, qui rentre en 7, avait un but très très innovant parce que derrière c'est une application qui remplace pas une autre application mais qui vient enrichir un peu le portefeuille d'applications des gens qui essaient de faire émerger des projets. Donc c'est une gestion de ce qu'ils appellent les stakeholders, c'est les gens qui peuvent avoir un pouvoir dans les décisions de lancer ou pas des projets. Donc ils vont travailler, voilà, ils vont avoir des stakeholders, ça va être Greenpeace, ça va être des gens comme ça. Voilà. C'est chercher quelles sont les actions qui sont les plus adéquates par rapport à tous ces intervenants qui peuvent avoir un poids dans une décision. Alors c'était une appli qui a été extrêmement spécifiée au départ, hein, avant de forfaitiser. Hein. C'est-à-dire que derrière il y avait des wireframes comme ça là. Hein. Il y en avait, je sais pas, un pavé, il y en avait peut-être 150. Des specs aussi fonctionnels qui étaient assez détaillés. Et pourtant l'application, on avait beau lire tout ça, on savait pas très bien ce qu'elle faisait finalement. Parce qu'en fait elle se cherchait. C'est vraiment une application qui se cherchait un petit peu. Parce qu'il fallait chercher à la fois fonctionnellement ce qui était de mieux et aussi derrière ce qui permettrait de la faire accepter aux utilisateurs. Donc c'est un projet qu'on a réalisé sur 16 semaines, 250 jours, avec toujours un outillage que je présenterai un petit peu après, Trackagilo. On a fait donc un premier sprint de 2 semaines où on a posé les bases de cette architecture qui est sur une base Flex, hein, en l'occurrence, Flex Granite DS pour ceux qui connaissent. On a fait 6 sprints de réalisation, ça c'était sur le planification initiale. Là-dessus, y a eu beaucoup de choses qui sont entrées, d'autres qu'on a dû faire sortir. Donc en fait, la décision, c'était de lancer un sprint 7 pour refaire entrer une partie de ce qu'on avait exclu. Donc là, c'est un principe d'avenant qui était accepté, qui était très clair du début.
où on a rajouté, donc, je crois que c'est une vingtaine de jours de plus pour finir quasiment le scope initial, plus des choses qu'ils avaient rajoutées. Alors évidemment là, il y avait deux points importants, c'est que là, il y avait un vrai product owner, c'est-à-dire quelqu'un qui prenait des décisions, qui accompagnait l'équipe tous les jours, qui était là tout le temps. Enfin, tout le temps. Pas tout le temps, mais je veux dire, il était là à tous les rendez-vous. On était colocalisés, c'est-à-dire qu'on travaillait directement dans les locaux de Suez. Enfin, on travaille toujours d'ailleurs. Et derrière, il y avait cette confiance réciproque qui est importante, puisqu'on avait déjà travaillé avec eux et réussi un projet avec eux avant. Alors, dernier projet, je vais aller vite parce que je suis en retard, c'est justement cette histoire de POC, de Proof of Concept, où là, finalement, on devait porter sur une plateforme vignette épicentrique, une application, on devait faire de vignette épicentrique un portail vraiment très très Web 2.0 avec de l'intégration applicative, etc. Ce pourquoi il est quand même pas très bien pensé. Donc avec beaucoup de fonctionnalités dans un délai très court. Donc ce qu'on a dit à la Société Générale, en l'occurrence, c'est un délai très court, 4 semaines, 50 jours. C'est de dire voilà, on va contractualiser sur un périmètre minimum. Là, on s'engage sur ça, parce qu'au moins vous aurez ça. Sur le reste, on va faire un best effort. Donc il y a un engagement de résultats sur un minimum et de moyens sur le reste. Et puis notre bénéfice, c'est si on arrive à faire ce qui est prévu au début, derrière, tout le monde sera content et puis on a une chance de travailler avec vous derrière. Donc c'était un petit peu près comme ça que ça s'est passé. Et finalement, dès le 3e sprint, on avait fini ce périmètre contractualisé. Donc on a pu attaquer le 4e et sur des bases parfois un peu différentes d'ailleurs. Ils ont changé 2-3 données. Ce qui fait que le projet a pu être lancé quand on a participé derrière. Alors, petit retour d'expérience pour terminer sur l'éligibilité d'un projet Scrum. Compliqué ça comme sujet. Donc j'ai essayé de faire un petit graphique avec des zones rouges et des zones plus vertes. Bon, la taille de l'équipe, c'est un critère quand même assez important parce qu'on ne va pas pouvoir faire... Enfin, j'ai plus de mal à imaginer, en tout cas, j'ai jamais essayé vraiment. Chaque fois que j'ai travaillé sur des gros projets, c'était pas cette organisation-là qui était en place. Sur des projets de grosse taille, des trucs à 20 à 50 personnes, ça devient très, très compliqué. Pareil pour la longueur du projet, je pense que c'est un point important parce que Scrum, il faut quand même avoir le temps de le mettre en place. Il faut avoir un certain nombre de sprints. Ça sert à rien de faire du Scrum sur 1 ou 2 sprints. 3, c'est vraiment un minimum. Là, on a vu des projets avec 6, 7 sprints, c'est bien. C'est vraiment bien. Et là, ce que disait l'intervenant précédent, c'est plus il y a de sprints, plus on améliore la qualité, c'est vrai. C'est un point très très fort. Après, il y a des critères qui sont moins essentiels, mais qui facilitent bien les choses. C'est la disponibilité de l'équipe, du client, je veux dire. C'est pas, on peut s'en passer, bon, quand on n'a pas le choix. Maintenant, pour vraiment être plus proche de la méthode, et puis pour pas prendre la casquette de product owner qui est quand même assez désagréable à prendre dans un projet au forfait, et puis c'est pas le but. On peut quand même y arriver. L'exemple de la CCIP en est vraiment le cas, quoi. On est vraiment parce qu'il y a quand même ces démonstrations qui font que finalement, même si on a pris la casquette, le client il voit et il réagit, quoi. Il y a au moins ce point-là. On agit plus par réaction dans ce cas-là que par réellement impulsion. Bon, et puis l'équipe autonome, ça c'est important. Déjà formé à Scrum, pas forcément parce que c'est assez facile, les gens s'y mettent très rapidement. Par contre, senior sur les technos, c'est hyper important. On ne peut pas apprendre tout en même temps. Autre point sur les sprints, ce qui est très important, c'est de ne pas penser qu'au sprint de réalisation. Il y a forcément un sprint 0. De toute façon, ça c'est dans la méthode Scrum de base. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ça porte un nom, mais il y a vraiment une première phase où on va étudier le système avant de se lancer mettre les premières bases et puis même établir le product backlog. Au moins ça. Et puis il y a aussi un sprint final de recettes. Ça c'est plus particulier au mode forfait. Alors, parfois on l'appelle release sprint. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à chaque sprint à faire des tests de recettes pour livrer un produit en production. Le but c'est pas ça, c'est de contrôler que tout marche ensemble déjà. C'est vraiment ça, cette amélioration de la qualité, c'est ça, c'est de contrôler que le truc, ça marche chez moi, il marche aussi sur un serveur avec tout le monde, quoi, avec tout le code. Aussi dans un projet forfaitaire, il y a un autre point, c'est qu'il y a des clés de paiement. Donc le sprint 0, il est d'autant plus important que souvent, il y a des livrables contractuels qui permettent de récupérer un petit peu d'argent pour financer la machine, notamment des specs ou des choses comme ça, des docs auxquels on n'échappe pas. Je dirais que typiquement sur les specs, ce qu'on fait généralement, c'est on fait des specs qui ne sont pas forcément complètes, mais qui sont des documents qui sont contractuels. Voilà.
Ça veut dire que dans ce cas-là, le contrat, il est complètement comme un projet waterfall, c'est-à-dire qu'il y a spec, intégration, recette, mais que derrière, vous plaquez la méthode Scrum par-dessus. Oui, généralement c'est souvent le cas, notamment dans les contrats publics. Je parle plutôt des contrats publics dans ce cadre-là. Ils n'ont pas le choix généralement sur l'approche. Ouais. Et là, mais de toute façon, même si on n'a pas de contraintes de ce point de vue-là, on va avoir des contraintes sur des clés de paiement. Et les clés de paiement, il faut avoir des livrables tangibles. Donc, quelque part, on va quand même être obligé de mettre quelque chose. Oui, mais je parle sur le sprint 0. Sprint 0, généralement, on ne va pas commencer à coder direct. Typiquement le projet Suez, il y avait toute une approche d'architecture qui était, bon, en plus des specs fonctionnels qu'il fallait quand même clarifier, mais une approche d'architecture qui n'était pas simple, parce qu'on était sur de la techno RIA, qu'il fallait choisir et qu'il fallait mettre en place. Donc il y a quand même un petit run derrière. Donc un dossier d'archi, qui était une clé de paiement. Alors, sur les bonnes pratiques, alors on a déjà parlé, hein, qui dit agilité dit pas l'arrache. Hein. Donc ça, je ne sais pas si tout le monde connaît ce site-là, mais c'est une référence. Hein. Très très bon. Donc là-dessus, je dirais même qu'à la limite, pour moi, l'intérêt de Scrum, c'est d'apporter beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur, soit par l'outillage, mais même par la gestion des user stories et des tâches. Ça oblige chacun à être très très rigoureux et à montrer ce qu'il fait. Et de la rigueur aussi dans le fait de l'appliquer. C'est-à-dire que typiquement... voilà, je suis chef de projet. Tiens, je vais peut-être me passer. Aujourd'hui, on va pas faire le daily meeting. Ça, c'est pas bon, ça. Faut le faire systématiquement. Faut que le rythme s'instaure. Sur les démos de fin de sprint, respecter les dates. Il faut les fixer au départ du projet, les respecter, quoi qu'il arrive. Après, ça peut bien se passer, mal se passer. Hein. Il y a des démos qui peuvent ne pas fonctionner comme elles doivent. Ça arrive. Et le dernier point, c'est s'adapter, hein. Parce que derrière, on peut pas. On est sur un projet au forfait, on a un client, il ne faut pas essayer de faire bouger les lignes, il faut s'adapter à la situation. Alors justement, sur ce management d'équipe, ce qui est le plus important vis-à-vis du client, ça c'est clair, c'est la relation de confiance. Et pour l'établir, là dans les projets que j'ai montrés, il y en a certains où c'était les premières fois où on travaillait avec eux. Hein. Chez Chambre de commerce et Paris, on a fait le dialogue compétitif, on a travaillé avec eux. Il a fallu établir cette relation de confiance. Et ils viennent de témoigner, il va y avoir une petite vidéo qui devrait sortir, j'espère bientôt sur Internet, où ils témoignent sur nos qualités. Donc je pense que la relation de confiance, elle est là. Et pour le faire, c'est vraiment c'est avoir un haut niveau d'exigence sur ce qu'on fait, et puis une grosse transparence. Souvent, c'est un peu le problème du forfait, c'est que dans certaines sociétés, le forfait est aussi vu pour essayer de staffer des gens qui sont en intercontrat sur des stagiaires, sur des choses comme ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas pas introduire des stagiaires dans des projets au forfait, hein, c'est pas le point de vue. Mais faut montrer ce qui se passe, faut montrer le travail qui avance, faut montrer qui collabore, faut montrer toute l'équipe. Faut avoir beaucoup de. Donc faut pas hésiter aussi à le faire chez le client. Et puis alors par contre, le gros point important, c'est par rapport à l'équipe de réalisation, parce que c'est quand on est une équipe motivée, ce qui est quand même le cas avec du Scrum souvent, l'équipe s'engage à fond. C'est-à-dire qu'ils se mettent des challenges quasiment tout le temps. C'est-à-dire quand ils prennent une tâche, comme ils l'estiment, ils disent voilà, ça j'ai besoin de 5 heures pour la faire. Si au bout de 4 heures ils voient qu'ils n'y arrivent pas, ils vont se tuer à la tâche pour essayer d'y arriver, quoi. Donc ça, il faut vraiment faire attention parce que ça peut être usant à la longue. Il ne faut pas abuser, il ne faut pas tirer sur son équipe non plus ce que peut permettre Scrum. Et ça, il y a deux choses pour le faire. Hein. C'est faire attention quand on charge un sprint simplement. Hein. C'est le truc tout simple. Et puis aussi c'est sur la durée des jours. C'est pas se dire qu'une durée c'est 8 heures pour un développeur. Ça c'est pas vrai ça. Là nous on l'estime plutôt à 6. Scrum, nous on pousse déjà un petit peu je pense parce que dans les méthodes, les bonnes pratiques de Scrum c'est plutôt 5 heures. Bon voilà, mais c'est pas 8, ça c'est clair. De toute façon normalement c'est jamais 8. Mais c'est souvent des raccourcis qui sont pris. Sur les tâches. Ouais.
Alors, ils sont perdus souvent, enfin, clairement sur de la mauvaise estimation du reste à faire. C'est-à-dire que le reste à faire, le développeur, même au bout de 3-4 ans de pratique comme ça, il aura toujours tendance à penser qu'il va coder, il va faire quelques tâches connexes à son codage, typiquement les tests unitaires, voire des tests fonctionnels, etc. Ça, on va pouvoir lui mettre ça en tête, mais après, il y a toujours une perte en ligne qui est liée à la discussion avec le voisin pour lui expliquer un point, il y a ou le client qui peut appeler parce qu'il y a un truc, il y a un problème quelque part. Il y a toujours la perte en ligne. Ça c'est bon. Puis derrière, c'est vrai que je dis, nous, on a aussi un facteur d'estimation. On sait très bien, au bout d'un certain temps, qu'un développeur il a tendance à sous-estimer. J'ai encore rarement vu des développeurs qui surestimaient, mais sous-estimer. Donc on le prend en compte dans le chargement des sprints aussi, souvent. C'est-à-dire, lui, il y a souvent un facteur 2. Voilà. Donc, mais on le sait à force. Donc non, sur les user stories, mais pas sur les tâches. Les tâches, c'est le développeur qui la maîtrise complètement. Ça, c'est au niveau des daily meetings uniquement. Pour le reste à faire. Non, c'est pas les points des scénarios. Les points des scénarios, on s'en sert au départ sur le product backlog, quand on établit le product backlog. Mais je dirais que là-dessus, on est un petit peu bloqué, parce que c'est une estimation qui est un peu fictive. Parce que derrière, comme on est sur une approche forfaitaire, et que déjà ces points-là, généralement, ils ont été au niveau de l'avant-vente étudiés et cotés, on a déjà une vision un peu biaisée, c'est-à-dire qu'on a déjà des poids relatifs entre les tâches, quoi, entre user stories. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est pour ça que je me sers assez peu de la vélocité, par exemple. Parce que en fait, on retourne ça plutôt sur l'estimation du reste à faire du développeur. Qui donne lui, on va voir que, alors là, c'est des outils, manque de chance, j'ai pas un vrai burn down chart, mais à la limite, on va s'apercevoir qu'en début de sprint, on va charger on va décrire les différentes tâches, on va les charger, et on va peut-être pas respecter la capacité max. Enfin, généralement, on la respecte même pas. Parce que justement, il y a ce petit facteur qu'on apprend à connaître, qui est la petite dérive d'estimation que peuvent avoir chacun des développeurs. Ouais, ça on le fait, ouais. Si, forcément. Alors, généralement, en fait, je n'ai jamais eu vraiment ce problème qui se passe dans ce sens-là, parce que quand on estime je dirais, le même projet, on peut le faire pour le 10, on peut le faire pour 100. C'est toujours. C'est-à-dire que derrière, si on sait qu'on a, on sait qu'on a 100, on va mettre l'architecture qui va bien, etc. Si on sait qu'on a 10, on va prendre des raccourcis. Donc cette décision-là, par contre, il faut la prendre vite, et ça, il faut le mettre. Faut que le client soit au courant d'entrée de jeu. Mais je dirais que ça n'a pas d'impact derrière sur la réalisation. C'est pas une question de presser les développeurs ou pas. J'ai jamais été dans le cas où j'avais quelque chose qui était complètement déraisonnable. Bon, par contre, c'est vrai que, juste pour terminer, ce qui arrive plutôt souvent, c'est le budget qui est plutôt bien étudié au départ, c'est-à-dire qui a été bien coté, et des remises commerciales. Ça, c'est plutôt ça le vrai problème, où là, finalement, la remise commerciale, c'est pas forcément quelque chose de très important, mais ça a un impact quand même derrière sur l'équipe. Ça, c'est plus embêtant à gérer, parce que l'estimation, elle peut être souvent, elle est relativement, souvent correcte, quoi, mais du coup, elle est biaisée. Ouais. Mais ça, c'est lié à la façon dont moi, je fais beaucoup d'avant-vente. Quand on fait une estimation d'avant-vente, on prend justement toujours un petit risque en se disant justement, peut-être que là, je peux pas coter plus fort ça, même si je sens que ça risque d'être juste. Mais du coup, le truc à côté, je sais que c'est facile et j'en mets un peu plus. Voilà. Et par contre, du coup, ça, on va le retrouver dans la cotation des user stories, parce que
Du coup, on va se retrouver quand même avec ces contraintes-là que le client a vues quand même, quelque part, et qui n'est pas forcément juste, mais qui va rééquilibrer au final. Donc, d'accord. Ouais, je prends juste une question, puis après on les reprendra à la fin. Non, 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 non. Non, non. Là-dessus, non. Parce que, enfin, je pense que ça, c'est des choses qui auraient peut-être un intérêt. Enfin, ouais. 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 Ouais, ouais. Non, non, mais c'est vrai que ça serait. C'est peut-être une voie de contractualisation qu'il faudrait creuser. C'est peut-être plutôt ça. Mais. Et ce que ça rapporte. Je suis d'accord. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire là-dessus. Bon, il y a une éducation à avoir vis-à-vis des clients. Et puis, il y a surtout une contractualisation à trouver parce qu'elle n'existe pas encore vraiment. Je vais juste avancer un petit peu pour finir parce que derrière, on fera une petite séance de questions. Donc, simplement, sur l'outillage, c'est important parce que là, on a beaucoup parlé sur la keynote précédente de Post-it. Moi, je suis pas très. Enfin, c'est sympa. C'est vrai que ça fait collaborer, etc. Moi, je suis pas un fervent défenseur de ce truc-là parce que je dis attention au courant d'air, c'est vrai. Hein, moi, j'ai déjà connu ça chez un client, une femme de ménage un peu trop zélée qui avait tout enlevé. Donc là, on n'était pas très bien. Donc, et puis même, le post-it, c'est quelque chose qui est justement qui peut disparaître. Hein, voilà. Ouais. Pardon. Bah, c'est fun. Voilà, c'est super fun. Mais moi, je trouve que derrière, ouais, c'est visuel, ça, tout cet attrait-là. Ouais. Ouais. Ça a quand même. Enfin, en tout cas, il faut pas faire que ça. Ça, c'est clair. La matrice Excel, c'est la solution intermédiaire. Honnêtement, j'en suis pas non plus très fervent parce que voilà, c'est une matrice Excel. C'est pas partagé, il faut la faire circuler, c'est pas pratique. C'est souvent compliqué à utiliser en plus. Puis après, il y a les outils dédiés. Donc, il y en a plein. Des Jira Greenhopper, des Icecrom, il y en a plein d'autres. Nous, personnellement, on utilise un produit que je trouve vraiment bien, qui s'appelle Track, qui est un gestionnaire d'anomalies à l'origine, et qui a un plugin qui s'appelle Agilo, qui gère justement tout l'aspect Scrum. Donc derrière, en fait, sur un projet standard, il va falloir un gestionnaire de conf, un wiki généralement, parce que c'est quand même le truc qui fait collaborer tous les gens. Bon, de la gestion documentaire, parce que derrière, quand on va produire, il faudra stocker. Tableau de bord de pilotage, gestionnaire de test, et puis des trucs qui sont plus orientés Scrum au sens large. Tout ce qui est gestion du product backlog, gestion de la planification des sprints, gestion des sprints backlog, décomposition et estimation des tâches, burn-down chart, etc. Puis d'intégration continue, bon, qui a un peu à cheval entre les deux. Hein. Donc là, l'intérêt de cet outil, là, de ce fameux track, c'est que derrière, c'est un gestionnaire d'anomalies qui s'intègre avec le SVN. On le complète par un Hudson et puis un Sonar pour tout ce qui est intégration continue et audit de code. Ça, en plus, c'est très simple, ça coûte pas cher. On met en place une plateforme virtualisée pour reconstruire l'application régulièrement. Et puis donc ce track, il nous permet de centraliser vraiment tout le pilotage du projet. Et ça reste un outil quand même super basique. Voilà, bon, alors évidemment un petit peu custom, mais c'est et dedans, on a vraiment tout le suivi des user stories et du product backlog, de ce qui rentre dans les sprints, les burn-down charts qui sont en direct visibles. C'est très très pratique. Alors juste pour terminer, un petit point sur ce que je considère les forces et les faiblesses de Scrum. Bon, dans la relation avec le client, ce que je trouve très très fort avec cette méthode, c'est que comme elle est simple, on peut l'expliquer rapidement. Alors après, l'expliquer n'est pas suffisant, faut faire entrer le client dans le jeu. Mais derrière, quand on y arrive, et généralement on y arrive, il y a vraiment une relation de confiance qui s'établit. On n'est pas dans les frottements qu'on peut avoir avec des forfaits classiques où voilà, je voudrais tel changement, non vous rigolez, ou alors vous voyez mon commercial. Là, on peut avoir une démarche qui est quand même beaucoup plus constructive en permanence. Alors évidemment, avec le client, ce que j'en ai déjà parlé, c'est le product owner, ça c'est pas forcément... C'est compliqué. Le rôle du product owner, c'est le plus compliqué de Scrum, de toute façon c'est clair. Celui-là, et pour le trouver, pour le faire accepter, en plus il n'est pas chez nous, donc c'est le point d'achoppement vraiment important.
La contractualisation aussi, parce que derrière, il faut quand même se protéger. C'est un forfait, c'est un risque pour la société. Un forfait peut mettre une société en faillite, hein. Donc c'est vraiment quelque chose de... Il faut quand même être protégé juridiquement derrière. Et le contrat, c'est l'ultime recours. Quand les gens sont plus là ou changent, c'est là-dessus qu'on se retourne. Et Scrum ou pas, là, ils s'en foutent complètement. Alors, les écueils, hein, j'en parle un petit peu, c'est de se dire, forcément, il y aura des points de difficulté. Le premier, ça sera de faire rentrer le client dans la boucle. Et il faut prendre le temps, faut le convaincre. Là-dessus, ça a beaucoup de dialogue, beaucoup de... nous, on essaie par exemple de les faire participer dès le début au daily meeting, en leur expliquant qu'au début, ils vont rien comprendre, parce que les développeurs qui disent ce qu'ils ont fait, ce qu'ils vont faire et quel problème ils ont. Mais à partir du moment où ils vont avoir fait ça pendant 2 semaines, puis ils vont voir la démo, et là, ils vont comprendre. Et généralement, c'est ce qui se passe. Et après, ils y participent tout le temps. Alors, par téléphone ou ça peut être, quand c'est pas localisé, ça se passe aussi très bien. Le client européen avec qui on travaillait, il était en Belgique, hein. Donc on travaillait en Scrum comme ça. La Société Générale, ils étaient à Val-de-Fontenay, moi j'étais à Levallois. Voilà. Bon, l'écueil aussi, c'est de prendre la casquette de product owner. Ça, il faut essayer de le faire temporairement quand il n'y a pas le choix. Mais le point, pour moi, un des points vraiment très forts, c'est le management de l'équipe de réalisation, parce que quand on a une équipe motivée, c'est de la dynamique, quoi. C'est-à-dire que les gens, ils aiment bien, ils sont là pour justement produire, voir des choses. Et le fait d'avoir une démo tous les 15 jours, ça les motive à bloc, quoi. Et derrière, je pense qu'on finit par produire plus vite, alors avec le risque de presser beaucoup l'équipe de réalisation, d'avoir des gens qui font pas d'heures pour arriver à produire les choses. Donc ça, c'est un truc à surveiller quand même. Sur la qualité, c'est aussi un point vraiment important, parce que ça, c'est un constat aussi. C'est que finalement, alors faut quand même mettre de bonnes pratiques en place, hein. Typiquement, quand on découpe les tâches, et ça, c'est du Scrum de base, mais on a tendance à l'oublier, c'est pas que du codage. Il faut avoir évidemment les tests unitaires. Nous, ce qu'on fait, c'est que l'outil, le fameux track, qui nous permet aussi chaque développeur de documenter des tests fonctionnels qu'ils font sur ce qu'ils codent. Donc, il y a aussi... j'explique ce que j'ai fait pour tester mon code, et derrière, on a un petit workflow qui fait que quelqu'un d'autre vérifie que ce que le gars a écrit, hein, a un sens, et puis il marche comme il le dit, quoi. Et puis derrière, comme on fait une démo tous les 15 jours, cette démo, il faut la construire. Et là, on se rend compte souvent que ça ne se passe pas forcément malgré l'intégration continue, malgré tout. Il y a les commits de dernière minute, il y a les choses, j'ai presque fini, ah oui, ça, il me restait quand même un petit truc à faire. Et donc ça permet de mettre les choses au carré tous les 15 jours, de façon très propre et de faciliter. Donc, je dirais le premier sprint, la démo de premier sprint, c'est souvent une fin de soirée, hein, une soirée très très longue. Deuxième sprint, ça va un peu mieux, puis après, ça rentre dans l'ordre. Mais le démarrage est parfois dur. Donc, je dirais même par rapport à un projet classique, finalement, les développeurs, ils travaillent plutôt plus au départ qu'à la fin, bizarrement. Bon. Voilà. Donc, pas omettre, hein, les outils qualité, par ailleurs. C'est pas parce qu'on fait du Scrum qu'on fait de la qualité. Moi, je parlais d'un sonar. Un sonar, c'est un outil tout simple à mettre en place, pour ceux qui font du Java, en tout cas, et qui fait de l'audit de code, et qui permet de détecter au moins des grosses erreurs, quoi. Voilà, s'il y a encore des questions, il nous reste encore 2 minutes. Quelle méthode vous utilisez pour la cotation en avant-vente ? Alors, ça c'est hyper variable, parce que je dirais déjà chacun a un petit peu sa méthode. Donc ça peut aller des points de fonction, parce que ça existe encore, hein, moi je suis plutôt sur une approche process, j'ai été formé là-dessus. Donc j'ai tendance à tout modéliser et puis à faire une petite spec en avant-vente. C'est-à-dire que ce qui me resserre derrière, parce que derrière je le mets dans ma réponse, et les gens sont assez séduits qu'on ait creusé leur projet de façon assez forte. Donc je vais avoir une approche plus process et cas d'utilisation, un peu traditionnelle, quoi. Et donc en heure seulement le chiffrage, ou est-ce que vous allez... Ouais, en heure. Non. Moi, mon approche d'avant-vente, elle n'est pas du tout orientée Scrum. Enfin, je veux dire, ça reste... Ça veut dire que si vous avez chiffré, Ouais. vendu quelque chose à 600 jours et que vous faites un premier sprint qui vaut 45 jours, C'est- vous faire une corrélation pour voir si vous avez tenu la route sur les sprints suivants. C'est-à-dire que de toute façon, l'équipe va être dimensionnée en fonction du chiffrage. Voilà. C'est plutôt ça qui va tourner comme ça. Ouais. Je crois qu'il y avait une question depuis un petit moment là. Vous n'avez pas parlé par rapport au mode forfait, en fait, parce qu'il doit bien y avoir des points qui sont plutôt positifs pour mettre Scrum. Moi, je pense principalement, quand on parle de petits projets, que c'est plus difficile parce qu'il faut mettre l'équipe en place.
Alors, il y a plusieurs questions, je pense, dans votre question. Là, quand je parlais de taille de projet, bon, là, dans ce que j'ai présenté, il y en a un qui s'est fait en 1 mois. Donc c'est quand même très très court. C'était possible en 1 mois et en 4 sprints, c'est-à-dire 4 sprints d'une semaine, parce qu'on était sur du POC. C'est-à-dire que derrière, on n'avait pas, il n'y avait pas de sprint 0 pour le coup, parce que là, c'était complètement défini, c'était un certain nombre de features qu'il fallait prouver simplement. Donc là, on peut être très très efficace très très vite de façon, enfin, il y avait 2 développeurs et plus moi en encadrement. Voilà, c'était projet coup de poing, très rapide. Maintenant, sur des projets plus standards, il va y avoir ce fameux sprint 0 qui va rarement prendre moins de 15 jours. Il va y avoir une phase de recette parce que c'est pareil, et la recette en plus elle n'est pas contrôlée, enfin la durée de la recette on ne la contrôle pas forcément, hein. Ça peut être des recettes imposées, pour du public c'est souvent 1 mois, hein, la VA. Donc derrière il y a des durées qui sont incompressibles, et puis il y a aussi cette mise en place des sprints qui fait que finalement c'est au bout du 3e sprint qu'on commence à bénéficier finalement de l'approche Scrum. Donc il y a une durée de projet, je dirais, qui est pas compatible avec je fais une petite application en 1 mois, tout compris. Ça dans ce cas-là, je dirais c'est pas la peine de s'embarquer dans du Scrum. Votre autre question, c'était quoi? Ça. Ouais. Ouais. Oui, mais c'est pas le. Alors l'équipe, enfin maintenant les gens chez nous, ça fait, faudrait que je demande à Christophe Adinki là, quand est-ce qu'on avait travaillé pour lui. Mais tous ces outils, même si on les améliore progressivement, ils sont en place depuis 2 ou 3 ans. Voilà. Donc les gens, ils sont formés, ils savent les utiliser. C'est pas le support à la méthode qui les freine. Hein. C'est comprendre ce que veut le client, c'est le mettre en place. Parfois mettre en place une architecture qui va être différente d'un projet à l'autre. C'est toutes ces choses-là qui vont faire qu'il y a une certaine inertie au démarrage. Pas une inertie de codage, mais une inertie pour produire quelque chose qui soit qualitatif. Avec la même équipe sur des projets différents, il y a le temps de se relocaliser, de retrouver ses marques. Ouais, en plus, oui. C'est vrai, oui. Ouais, c'est... Dernière. Bon. Vous faites comment quand vous n'avez pas une équipe qui est localisée, vous parliez tout à l'heure d'un projet, je sais plus, à Levallois, Ouais. et puis, vous avez des outils, vous faites du MSN Oui, en fait, nous, on est sur plateforme Google, déjà. Et puis, le Track, c'est un outil web, donc il est ouvert à tous. Et c'est vraiment la plateforme de pilotage. C'est-à-dire que, derrière, tous les outils sont accessibles par ce biais-là. Hein, et le matin, on délit Scrum, tout le monde se voit, Non, on se voit pas forcément, ça peut être par téléphone, par téléconf. Bon, merci.